Dans l'actualité du 13h15 à Guiti, dans le Yatenga, les conditions de relogement des populations affectées par la construction du barrage ne sont pas du goût de tous. Le coût du déménagement et le manque d'accompagnement de l'État sont pointés du doigt. Dans ce journal, la réaction de certaines populations riveraines. Et puis, c'est demain la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette année, le thème fait la place belle à l'agriculture familiale. Et à Cambouinsin, dans le cas d'Yogo, des femmes produisent du bio fertilisant avec l'aide d'un producteur privé. Comment se débrouillent-elles pour l'écoulement de leurs produits? On en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. La construction du barrage de Guiti, situé dans le département de Séguénéga, a occasionné le déplacement d'une quinzaine de villages riverains. Mais le coût du déménagement sur les nouveaux sites de relogement est difficilement supporté par les populations concernées. Elles pointent du doigt le manque de mesures d'accompagnement pour leur relogement et attendent un soutien de l'État. Irénée Kaboré, Alain Sawadgo. Ici, nous sommes sur l'un des sites de recasement des riverains du barrage de Guiti. Environ 18 villages sont concernés par ces déménagements avant la mise en eau du barrage. En effet, la construction de l'infrastructure a englouti des villages entiers et les villageois éprouvent des difficultés pour rejoindre leur nouveau site. En ce qui concerne le problème des riverains du barrage de Guiti, le problème s'est posé en 2015. Et avec monsieur le gouverneur, nous avons tenu des rencontres avec le comité de crise qui a été mis en place. Ils ont posé vraiment les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Si certains ont pu se faire un local pour leur famille, cela n'est pas le cas pour d'autres. Et l'on peut même constater des familles installées sur des sites aurifères abandonnés. Quand nous avons quitté nos maisons pour le nouveau site, le problème s'est posé. Des familles qui vivaient dans 5 maisons se sont retrouvées avec 3, sans clôture ni cuisine. On n'avait pas le choix, le déménagement était obligatoire. Les gens sont en train de construire, pas mesure d'accompagnement. Bon, il n'y a rien du tout. Les gens même ils sont tellement fatigués. Ils ont vendu tous leurs biens pour venir construire ici. En plus des maisons, ces paysans ont également perdu leurs terres cultivables et des arbres fruitiers au profit du barrage de Guiti. Cela fait 7 ans que nous n'avons rien reçu comme dédommagement de nos maisons ni de nos vergers. Il y a eu des manguiers de plus de 50 ans qui ont été détruits ici sans rien donner. Suite à ces recasements, certains villages vont s'éloigner des centres sanitaires et scolaires. Sur le nouveau site, ils n'ont pas de CSPS et aussi les écoles. Il y a manque d'écoles. Et le vrai problème, c'est surtout le problème d'eau potable. Parce qu'il n'y a pas, sur le nouveau site, ils n'ont pas de fourrage. Donc, vraiment, ils sont confrontés à ces difficultés-là. Pour accompagner la population dans leur nouveau site d'habitation, un comité de crise chargé du suivi des travaux du barrage a été mis en place. La mission est venue nous rencontrer et aussi rencontrer le comité de crise pour apaiser les tensions. Le gouvernement de la transition a budgétisé quelque chose pour que vraiment on puisse faire face à cette situation. La construction du barrage de Guiti a pour objectif d'alimenter la ville de Wayouga en eau potable et de résoudre le problème des pénuries d'eau. Cependant, les riverains du barrage attendent un secours de l'État pour leur recasement. Demain 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la femme. Cette année, le thème fait la place belle à l'agriculture familiale. Et à Cambouinsin, dans le cas d'Yogo, des femmes produisent du biofertilisant avec l'aide d'un producteur privé. Mais leur principale préoccupation, c'est l'écoulement de leurs produits qui peinent à trouver souvent preneurs. Amado Ilboudo, Viviane Tiandrabego. Les unes vannent, les autres pétrissent, malaxent, à la main et à la machine.
La matière qu'elle travaille est organique. La dernière étape de la production est le séchage grâce au soleil et à ce dispositif. Nos matières premières, c'est les résidus végétaux et puis la digestion animale. Nos engrais sont riches, ça rétablit le sol et si ça donne une bonne récolte. Cet engrais que les femmes produisent à Cambouensin est breveté. Nous avons bénéficié de l'appui de l'OPI qui nous a donné un brevet pour la qualité de ce produit-là. Là, personne n'a le droit de copier exactement la formule que nous faisons, de copier exactement la méthode dans laquelle nous passons pour procéder à ce type d'engrais. Nous faisons les analyses au niveau du BUNASOL, le Bureau national des sols, qui contrôle la qualité de tous les engrais au niveau national, qui certifie que les produits que nous sortons sont des produits de qualité, sont adaptés pour nos cultures. Elles sont une trentaine de femmes reparties en 2 groupes à travailler pour maintenir la qualité de cet engrais naturel. Parmi nous, il y a des veuves. Il y a des gens, ils n'ont même pas d'aide. Mais à cause de ça, on s'en sort vraiment. Les femmes travaillent, elles sont ponctuelles, elles sont courageuses. Et puis bon, le produit que nous souhaiterons avoir, dès que les consignes sont données, elles les respectent. Dans cette unité de production, les quelques hommes qui y travaillent s'occupent de la manutention, du conditionnement de l'engrais et de l'entretien des machines. Pendant que les femmes travaillent, les promoteurs recherchent des débouchés pour écouler ces biofertilisants. Si le gouvernement pouvait nous soutenir à nous accepter nos produits, pour nous encourager aussi à bien faire, nous voulons solliciter le ministre de la Femme là, de venir nous encourager, de venir jeter ce qu'on fait ici à Cambouensin. Marie Bougma et ses collègues l'avouent, elles ne fêtent pas le 8 mars, mais elles espèrent que l'élan que la célébration suscite leur permettra cette année de mieux écouler leurs biofertilisants. À Dissine, dans le Yoba, les femmes handicapées s'investissent dans la vannerie pour produire des chefs-d'œuvre. Elles tissent habilement des paniers qu'elles écoulent sur le marché local. Amadou Lougué est allé passer quelques heures avec elles. Reportage. C'est à l'ombre de cet arbre qu'elles se retrouvent chaque matin, unies par le même travail, la vannerie. Ces dames ont appris très tôt à confectionner les paniers et elles en ont fait aujourd'hui un gagne-pain. Elle a commencé, ça vaut 50 ans et plus. Elle repart son vélo avec ça. Elle paye la scolarité des enfants. C'est avec ça qu'elle se nourrit. Si ces femmes ont décidé de se battre ensemble, c'est parce qu'elles partagent un dénominateur commun. Elles vivent toutes avec un handicap, mais tentent de s'adapter grâce à leur savoir-faire. Avant, elles avaient honte, elles pleuraient même. Bon, chacune se dit que c'est elle seule qui est handicapée. Mais quand elles se sont rendues compte qu'elle n'est pas la seule, elles se retrouvent en groupe comme ça, elles sont contentes. Se regrouper pour exercer le même métier est devenu pour ces femmes une source d'espoir. Ailleurs, beaucoup auraient opté pour la mendicité, mais ici la pratique est contraire à la culture d'Agara. La coutume n'aime pas que tu sors comme ça mendier. Au lieu de chercher quelque chose de toi-même, tu sors pour mendier. Quand tu te débrouilles, une personne vient trouver que celle-là, elle n'a pas les moyens et elle veut progresser, on peut t'aider. Pour ces femmes, le handicap n'est donc pas une fatalité. Chacune forge son destin dans la vannerie. Personne ici n'a connu les chemins de l'école. Avant, il n'y avait pas de vélo. Elle rampait à terre. Donc les parents ont trouvé que si vous la mettez à l'école, qu'est-ce qu'elle va foutre pour vous? Qui va l'amener à l'école et la ramener? Que c'est à cause de ça. Avant, on ne les a pas inscrits à l'école. La vannerie à Dissine semble être l'occupation principale de toutes ces personnes vivant avec un handicap moteur. Et cette activité est rendue possible grâce à la détermination de la mission catholique de Dissine. Cette activité a commencé par une de nos sœurs européennes qui était là au début de la mission. Elle a initié
cette œuvre. Mais avant, comme activité en tant qu'élève à l'internat ici, les sœurs nous apprenaient à travailler de nos mains. Et c'est de fil en aiguille, par ce travail-là, qu'on est débouché sur ces paniers-là. Nos parents faisaient les paniers, mais nous avons appris et on a amélioré. Ici, tout se fait à la main. Pour tisser un panier comme celui-ci, il faut 3 jours. Le coût unitaire de ces produits va de 300 à 3000 francs CFA. À Dissine, les femmes vivant avec un handicap moteur exercent toutes un métier et gagnent leur vie à la sueur de leur front. Cette mentalité a atteint également les villages environnants. Dans Sebla, 11 km de Dissine, Chantal Somda a perdu assez tôt l'usage de ses membres inférieurs. À 53 ans aujourd'hui, elle n'a connu que la vannerie comme source de revenus. La vannerie m'aide à acheter du savon, du bois de chauffe et bien d'autres choses. Dans le village voisin, Justine Dabiré arrive aujourd'hui, grâce à la vannerie, à prendre soin de son enfant. Et mieux, c'est elle qui scolarise les 2 enfants de son défunt frère. Ces enfants ont perdu leur père et leur mère s'est remariée, donc c'est moi qui les prends en charge. Dans cette partie de Burkina Faso, la poliomyélite a eu raison de la plupart de ces personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, les campagnes de vaccination à répétition comme ici veulent donner une chance à ces enfants pour qu'ils ne subissent pas le même sort que leur maman. Les services de l'action sociale de Dissine enregistrent plus de 120 personnes vivant ici avec un handicap moteur, dont la plupart vivent des vanneries. Mais aujourd'hui, la menace est réelle. La matière première qui est la paille se raréfie. Les feux de brousse ravagent tout sur leur passage. Pourquoi ça ne marche pas souvent dans l'éducation au Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre débutée ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de faire le point des facteurs d'inefficacité et de dysfonctionnement. Explication Moussa Ouedraogo, Maxime Zongo. Le système éducatif au Burkina à la croisée des chemins. S'il est vrai que les acquis sont nombreux, il est également établi que des insuffisances persistent et entravent l'atteinte des résultats escomptés. Afin d'envisager des solutions appropriées, un rapport d'état du système éducatif a été commandité et c'est le résultat de ces travaux qui est en discussion depuis ce matin à Ouagadougou. C'est un rapport qui fait le diagnostic du système éducatif sur l'ensemble de ses composants, donc du préscolaire jusqu'à l'université, et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire économique, démographique, du point de vue de la qualité, du point de vue des équités, des disparités, etc. Au nombre des défis, le dysfonctionnement, mais aussi les inégalités de plus en plus croissantes. Là où les défis restent très importants, c'est d'abord les défis d'équité. Les enfants des plus riches accèdent 3 fois plus à nos systèmes éducatifs que les enfants les plus pauvres. Et les enfants des plus pauvres, après le primaire, ils sont presque absents dans les autres niveaux d'enseignement. Cette réorientation, selon le ministre en charge de l'éducation, pourrait être en phase avec la politique éducative des nouvelles autorités, égalité de chances pour tous. Sont conviés à la réflexion des experts du domaine, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Si le système éducatif est au bémol en matière d'efficacité, les élèves, par contre, ne manquent pas de créativité. À l'occasion de la 15e édition du concours artistique du primaire de Ouagadougou, Capo, une quinzaine d'écoles primaires ont montré ce qu'elles ont de talentueux artistes dans cette discipline, comme le ballet, le théâtre, le récital et la musique. C'est l'ATB, l'atelier théâtre burkinabé, qui est porteur du projet. Ibrahim Sombier, Omar Zombré. Bienvenue au Capo. Et c'est parti pour la 15e édition du concours artistique du primaire de Ouagadougou, Capo. L'école Les Grâces est la première à annoncer les couleurs dans la catégorie théâtre. Le thème développé ici est celui de la maltraitance des enfants orphelins.
pour cette année, ce sont plus de 46 groupes artistiques issus de 16 écoles primaires de la capitale qui vont rivaliser d'ardeur et d'ingéniosité. Ils vont concourir dans cette discipline, notamment le ballet, le théâtre, la musique live et playback. Le résultat que nous attendons à la fin, c'est que les enfants puissent bénéficier de beaucoup de connaissances, puissent entendre les autres, leurs collègues aussi, c'est-à-dire s'exercer dans ce domaine artistique. En attendant que cette 15e édition lève le voile sur l'identité des plus méritants, les enfants continueront à être bercés dans cette ambiance jusqu'à la finale. Une finale qui se tiendra le vendredi prochain à l'ATB, l'Atelier Théâtre Burkinabé. À l'étranger, hier, c'était jour d'élection au Bénin. Sans le président sortant Yahi Boni, une trentaine de candidats se présentaient à ce scrutin. Une équipe de la RTB est sur place depuis près d'une semaine. Pascal Kané est en ligne. Bonjour Pascal, et comment se déroulent les opérations de dépouillement en ce moment même? Bonjour Kindo. Oui, effectivement, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les Béninois attendent toujours avec impatience les premières tendances du côté de la Sénat, la Commission nationale autonome. On est toujours sur la centralisation des résultats au niveau des différents centres de compilation départementale. Et naturellement, comme vous le savez, ils sont peu bavards par rapport à ces résultats-là. Mais la Sénat nous promet tout de même des informations demain au cours de la journée. En entendant dans la rue, on ne discute que de ces résultats. Les conducteurs de Djemiljan ont pris d'assaut ce matin les kiosques journaux et les débats sont très roulés sur la question du second tour ou pas, ou si vous voulez, la question du chaos ou pas. Néanmoins, Kindo, les Béninois se félicitent tout de même du bon déroulement des votes hier. Et quand on sait qu'il y a eu beaucoup de cafouillages sur les cartes d'électeurs, et pendant la campagne, il y a eu beaucoup de dérapages verbaux qui ont créé des tensions. Finalement, tout s'est bien passé et aucun incident majeur n'a été signalé. Et disons-le, tout le monde est content, du moins pour le moment. Merci à vous. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions pour d'autres informations sur ces élections au Bénin. Merci à Pascal Kané et à Adama Guiti sur place à Cotonou pour suivre ces élections pour nous. Deux titres sont à la une des quotidiennes ce lundi. La sortie de la Sonabel sur les délestages 2016 et la commémoration de la Journée internationale de la femme demain 8 mars. On retrouve Evelyne Dabiré pour la revue de presse. Le cauchemar de l'année passée ne sera pas vécu en 2016, annonce Notre Temps. Ces propos sont du directeur général de la Sonabel qui a confirmé au cours d'une conférence de presse que la situation en fourniture d'électricité devrait être meilleure que l'an passé. Mais que signifient les coupures de ces derniers jours? À cette interrogation, la Sonabel a laissé entendre dans les colonnes du journal Le Quotidien ceci. Les coupures d'électricité constatées dans la ville de Ouagadougou et sa région ces derniers temps ne sont pas dues au délestage. Et cette structure poursuit. Les gens pensent que c'est le début des délestages, mais il ne s'agit que des perturbations constatées sur les installations programmées ce mois. Mais les délestages et coupures seront maîtrisés en 2016, confie le directeur de cette structure à Aujourd'hui au Faso. À ce propos, des mesures sont prises qui sont entre autres la remise en l'état des équipements de production, de transport et de distribution et enfin la location de groupes thermiques qui se courent en avril 2016 pour pallier le déficit de la pointe 2016, écrit Le Pays. Autre actualité, la commémoration du 8 mars. Sidoaya annonce que la foire du 8 mars a ouvert ses portes le samedi 5 mars 2016 au siège du FESPACO et devrait se poursuivre jusqu'au 8 mars. Ce quotidien revient sur les vœux des femmes et affirme qu'il faut traduire le thème de l'édition 2016 de la Journée internationale de la femme en réalité. Et pour le quotidien d'État, pourvu que la guerre des pagnes ne prenne pas le dessus sur le sens et l'essence de cette célébration, des pagnes imprimés dont le logo et le thème diffèrent de ceux du pagne national, informe l'observateur Palga, qui interroge alors « Quel pagne faut-il nouer au juste ?» Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.